putain, cette vidéo, ça devait faire au moins 4 mois que je devais la sortir, mais avec le confinement, ça a tout foiré. Oui, parce que pour vous résumer, j'avais tous les composants, mais il manquait le boîtier, l'alimentation ainsi que le ventilo. Mais comme le confinement est arrivé début mars, bah malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout acheter. Donc, cependant, j'ai reçu le reste des composants et il y a même une marque qui m'ont aidé. Donc, merci beaucoup à Antech pour le petit coup de pouce de cette vidéo, puisqu'il m'a envoyé un boîtier, un ventilo ainsi qu'une alimentation que je vais vous présenter après. Bref, en tout cas, salut à tous, ici Vox, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va simplement monter ainsi que tester un PC d'une valeur de 100€, même si je l'ai payé 80€, mais vous allez comprendre vite fait. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je vois des gens venir qui me disent que ouais Yacine, un PC à 100€, c'est impossible, tu vas jamais trouver ça en neuf. Alors de 1, tu la fermes, et deuxièmement, t'as compris que 100€, c'est pas des composants en neuf, forcément c'est de l'occasion. En sachant qu'à ce prix-ci, tu peux avoir un bon kit de RAM, voire une bonne carte mère au chipset B450. Mais là, je peux vous assurer que pour 100€ environ, franchement, j'ai réussi à faire une configuration complète. C'est-à-dire, il y a même le SSD et tout, franchement, c'est une pépite. Et il y a aussi, comme je vous l'ai dit, le petit coup de pouce de Antech. Aussi, cette vidéo, elle a 3 buts particuliers. Le premier but est simplement, on va dire, l'aspect challenge, où simplement on essaye de monter des configurations PC en occasion le moins cher possible, en sachant qu'il y a pas mal de vidéos, notamment dans la communauté anglophone, où là ils font pas mal de configurations en occasion. Ensuite, il y a l'aspect où t'es pas forcément obligé d'investir 800€ pour avoir un bon PC gamer, c'est complètement faux, il faut arrêter avec ça. Déjà qu'avec un PC à 400€ en neuf, tu peux largement faire tourner tous les jeux en haute qualité. Alors imaginez avec un PC à 100€ en occasion. Ça veut dire que si moi j'ai réussi à le faire, tu peux très bien le faire pour 150€, pour 200€, pour 300€, bref, tu m'as compris. Et enfin, le troisième point de cette vidéo est simplement d'enrichir le marché hardware en occasion. Parce que, à mon sens, je trouve que dans cette communauté française hardware, on parle pas assez des composants en occasion. Néanmoins, on parle beaucoup de composants en neuf, en sachant qu'il y a pas mal de configurations PC pour certains budgets. Mais à mon sens, dans cette communauté-ci, je trouve qu'on parle pas assez des composants en occasion. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait, mais à mon sens, c'est pas assez. C'est pour ça qu'il y a ce côté-ci où je voulais simplement monter un PC en occasion. Et aussi, dans tous les cas, ça ne sera pas la dernière fois que je ferai cette vidéo. Je compte aussi monter pas mal de PC gamer en occasion pour des budgets comme 150€, 200€, 300€. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire. Ah oui, aussi, juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez vraiment pas à liker puisque ça m'a pris énormément de temps, comme je vous l'ai dit, à réaliser cette vidéo avec le confinement et tout le bordel qui va avec. Donc pour le référencement, n'hésitez vraiment pas, ça me ferait super plaisir. Et puis je n'ai rien à dire, mis à part qu'il y aura dans un premier temps une partie où je vais présenter les composants PC. La seconde partie où il y aura un petit timelapse du montage du PC de même pas 1 minute, voire d'une quarantaine de secondes. Et enfin la dernière partie qui va être pour moi la plus importante, c'est-à-dire les benchmarks qu'on peut faire en jeu ou même des benchmarks par rapport au processeur. Bref. Maintenant j'arrête de parler et c'est parti pour commencer cette vidéo sur une configuration PC à 100€. Allez, c'est parti. Donc là, c'est parti pour vous présenter les composants PC de cette configuration qui est juste à côté de moi vu que je l'ai déjà monté. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait un petit timelapse avant le tournage de cette vidéo. Donc dans tous les cas, vous aurez le petit montage que j'ai fait. Alors, il faut savoir dans un premier temps que certes, Antech m'ont donné un petit coup de pouce comme le boîtier, l'alimentation ainsi que le ventilo. Mais il y a aussi un abonné à moi que je remercie beaucoup et qui se nomme La Montagne qui m'a fait juste un petit prix pour les composants qu'il avait vendus. Donc simplement, il vendait son processeur, sa carte mère, ses barrettes de RAM, son SSD et son HDD pour une valeur de 50€ environ, et il me l'a filé pour 40€. Et là je vais venir, ouais mais Asvox ça fait un prix pour 10€, l'équipe c'est juste 10€ de moins, en sachant que je peux largement me débrouiller, c'est pas vraiment un problème qui m'ait fait un petit prix à 10€. S'il me l'aurait pas fait, c'est pas si grave que ça, j'aurais trouvé d'autres alternatives de composants, même pour 100€ c'est largement faisable. Juste faut noter que voilà, faire une configuration en occasion, c'est vraiment pas facile, dans le sens où il faut beaucoup de temps ainsi que pas mal de connaissances par rapport aux anciens composants. Mais franchement, 40€ pour trouver un pack CPU, carte mère, RAM ainsi que stockage, faut vraiment y aller, même si ça existe déjà sur le Bon Coin, sur Affaires PC, sur eBay. Donc un tout grand merci à toi, à l'abonné de La Montagne, franchement, ça fait super plaisir de me faire un petit prix, même si bon, chipoter pour 10€, c'est mieux que rien. On économise pas mal d'euros pour les autres composants. En bref, on va commencer simplement par le processeur. Et dans ce kit qu'il m'a vendu, on va retrouver comme processeur le Intel Core i7 2600K. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est un processeur qu'on peut retrouver aux alentours des 10-15€ en occasion que si on l'achète à part. À mon sens, c'est vraiment un bon processeur avec un bon rapport performance-prix si jamais vous voulez jouer à quelques jeux. Bien évidemment, pas des jeux non plus extra gourmands, mais juste des petits jeux comme Fortnite, Minecraft, GTA 5 aussi. Même s'il est sorti il y a des
des années, franchement, il fera largement l'affaire. Ensuite, il est plutôt pas mal pour ce qui est du multitâche. Alors, bien évidemment, faut pas non plus s'attendre à faire du streaming sans aucun problème, parce qu'il faut avoir la RAM avec, il faut avoir le GPU avec. Forcément, c'est pas parfait. Mais juste pour lancer son jeu, ainsi que quelques logiciels qui vont avec, comme Chrome ou Discord, franchement, le processeur se débrouille plutôt pas mal. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est un processeur qui va être embarqué avec 4 cœurs et 8 threads. Il va être cependant cadencé à 3,4 GHz, ce qui est vraiment pas mal, notamment pour un i7 de deuxième génération. Il sera embarqué avec le socket LGA 1155, une finesse de gravure en 32 nanomètres, en sachant que comparé au Ryzen qu'on a maintenant avec les 3ème génération, c'est carrément du 7 nanomètres. Mais la 32 nanomètres, franchement, c'est énorme pour ce que c'est. Et il aura un TDP de 95 watts, ce qui est plutôt énorme pour un i7 de ce type. Mais franchement, si vous n'avez pas un très gros budget, ce processeur-ci, je peux vous le recommander. Après, vous avez les Intel de 3ème, voire de 4ème génération qui eux aussi sont vraiment bien. Mais personnellement, le 2600K est largement suffisant. Ensuite, par rapport à la carte mère, il m'a cependant fourni une carte mère de 6 GB au chipset P67 avec la référence P67 UD4B3, donc simplement une carte mère qui va avec le processeur ainsi que le reste des composants comme la RAM, la carte graphique, etc. Et honnêtement, sans vous mentir, cette carte mère-ci, j'étais impressionné pour ce que c'était. Parce que dans un premier temps, c'est le chipset P67. Alors bien évidemment, pour un Intel de seconde génération, ce n'est pas en soi le top, mais au moins ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut toucher à la partie overclocking, même si le BIOS est plutôt ancien, mais je vous assure que c'est largement faisable. Ensuite, par rapport au VRM, là aussi j'étais plutôt impressionné. Moi je m'attendais à quelque chose de vraiment pas ouf, mais là en soi les N-Sync, donc simplement ce qui permet de refroidir les étages d'alimentation, étaient de bonne qualité dans l'ensemble. Donc ce qui fait que par rapport au voltage ainsi qu'à la température de processeur, j'étais pas non plus sur quelque chose qui chauffait beaucoup. Ensuite, il faut savoir que c'est une carte mère au format ATX, ce qui fait que dans un premier temps, on va retrouver pas mal de slow PCI comme de slow PCI Express 3.0 x 16 ainsi que les autres slows qui vont avec, notamment si on souhaite rajouter une carte Wi-Fi, une carte d'acquisition ou encore une carte son à part. Il va être embarqué aussi avec 4 slows de RAM où nous pourrons monter jusqu'à maximum 1133 MHz. C'est le seul point que je peux reprocher pour cette carte mère, mais au moins on peut monter jusqu'à 64 Go, ce qui est vraiment pas mal. Même si bon, 64 Go pour faire que du gaming, je vous avoue que c'est plus que useless. Et aussi par rapport au connectique du panneau arrière, là aussi j'étais vraiment choqué. D'ailleurs le PC il est juste là, mais ce qui m'a plus impressionné, c'est qu'on va retrouver pas moins de 10 ports USB, dont 8 en 2.0 ainsi que 2 en 3.0. En sachant que même sur les cartes mères actuelles, on n'a pas moins de 7 ports USB. Mais là, le fait d'en retrouver 10, c'est vraiment incroyable. Et la dernière chose que je peux souligner, c'est que cette carte mère, même si elle date, elle sera embarquée avec un chipset audio. Pas la peine de rajouter une carte son pour une trentaine d'euros. Ça fera largement le taf avec le chipset embarqué pour cette carte mère. Mais bon, dans tous les cas, ce genre de carte mère, on peut le retrouver voilà, aux alentours des 15-20 euros. C'est plutôt pas mal pour son prix. Mais en tout cas, le chipset P67 pour de l'entrée de gamme, c'est vraiment pas mal. Ensuite, par rapport à la RAM, l'abonné en question m'a fourni un kit de 2 barrettes de 2 de chez Corsair, donc les Vengeance LP. Donc 2 barrettes de 2 qui font 4 Go au total, qui vont être cadencées à 1600 MHz avec un casque de 9, ce qui est vraiment pas mal. Mais le seul souci, c'est que vu que la carte mère sera limitée à 1533 MHz, même si je mets le profil XMP, bah malheureusement je ne pourrai pas monter à plus de 1600 MHz. Et parallèlement, il m'a aussi fourni un autre kit de RAM, donc 2 barrettes de 2 de 4 Go, cependant de chez G-Skill, qui seront assez imposants en ce qui concerne la taille. Mais voilà, là aussi ça sera des barrettes de RAM qui vont être cadencées à 1600 MHz avec cependant un caisse de 8, donc un petit peu mieux cependant. Mais après voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus de la RAM opti, vu que dans un premier temps je serai limité à 1133 MHz, et que aussi c'est pas 4 barrettes de 4 Go de la même marque, parce qu'il faut pas mélanger les barrettes de RAM dans une seule configuration, sinon ça peut poser des problèmes d'instabilité, notamment si on souhaite par exemple activer l'option XMP dans le BIOS. Mais là bon, 8 Go de RAM dans une configuration à 100 euros, c'est vraiment pas mal. Ensuite pour la carte graphique, là par contre je l'ai acheté à part et j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous mettrai une petite fiche juste en haut à droite de votre écran. C'est la fameuse Radeon R9 290 qui est pour moi une excellente carte graphique avec un très bon rapport performance-prix. Je l'ai eu pour 40 euros en sachant qu'elle a quasiment les mêmes performances qu'une GTX 1063 Go, voire une RX 570 pour 140 euros environ. Mais là la seule différence c'est que mis à part le fait qu'elle consommera beaucoup, donc 220 watts, pour les performances
vraiment ce que c'est vraiment insane. 40 € en sachant qu'on a les mêmes performances qu'une GTX 1060 et qu'elle peut faire tourner tous les jeux en 1080p en haute qualité à plus de 70 voire 80 fps, c'est vraiment impressionnant. En plus, le modèle c'est une Sapphire avec la référence Vapor X, ce qui fait que c'est une grosse carte graphique avec 3 ventilateurs ainsi qu'un très gros radiateur, ce qui fait qu'elle refroidit mais vraiment putain de bien. Franchement, je n'ai rien à dire. C'est certifié Aziz Bogota, c'est une putain de carte graphique que vous pouvez retrouver aux alentours des 50 € voire 60 €, mais moi comme je vous l'ai dit, je l'ai chopé pour 40 € sur le bon coin. Après, en occasion, pour une quarantaine voire une cinquantaine d'euros, on peut retrouver comme modèle par exemple la GTX 780 qui elle aussi consomme pas mal mais qui là aussi est une bonne carte graphique. Ensuite, si vous visez les 60 €, on peut même aller sur une GTX 970 qui lui aura les mêmes performances qu'une R9 290 ou une RX 770. Et à partir de ce prix, on peut même trouver des GTX 1060 version 3Go, ce qui est vraiment pas mal pour le prix. Et après, pour 40 €, on peut aussi retrouver les GTX 770, les GTX 660 Ti, 670. Donc vraiment, si vous faites pas mal de recherches, vous allez constater que les GPU en occasion, c'est plus qu'un délire. Et vous n'avez pas forcément besoin d'investir 150 € pour faire tourner tous les jeux. Une carte graphique à 40 € pour dépanner, c'est vraiment pas mal. C'est pas parce qu'un composant que vous achetez qui a déjà été utilisé est forcément mauvais. Du moment où elle fonctionne encore, c'est encore faisable. Ensuite, par rapport au stockage, l'abonné en question m'a fourni un SSD de chez Crucial, donc le C300, donc un SSD d'une capacité de 64 Go qui va me servir pour stocker Windows ainsi que quelques logiciels et notamment quelques petits jeux comme Minecraft par exemple. Et il m'a aussi fourni un petit Seagate Barracuda en version 1 Tera et qui va simplement nous servir pour stocker toutes les données qui vont avec, c'est-à-dire les vidéos, les jeux, les photos, sons, ce que tu veux, mais en tout cas pour stocker pas mal de données, c'est vraiment pas mal. Un petit Barracuda en version 1 Tera. Pour être sincère, si vous devez faire une configuration à 100 €, retrouver un SSD et un HDD de 1 Tera, c'est plutôt rare. Moi, quand j'ai fait mes recherches, si vous avez un budget 6, ça sera plus un HDD de 500 Go, ce qui là aussi est vraiment pas mal pour débuter. Comme ça, vous rajoutez un SSD en occasion pour une dizaine d'euros, ce qui est vraiment très peu. Mais franchement, pour débuter, 500 Go, c'est vraiment pas mal. Après, c'est un HDD, donc si vous lui faites installer Windows 10, ça va être extrêmement long. Mais si par exemple, vous voulez faire installer un petit Windows 7 pour rigoler, bien évidemment, ça peut largement faire l'affaire. Mais en tout cas, un SSD plus un HDD de 1 Tera, franchement, c'est assez impressionnant. Et notamment pour Windows 10, où là, ça va être beaucoup plus rapide qu'un vieux HDD. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, donc là, comme je vous l'ai dit, Antec m'ont filé un petit coup de pouce et je les remercie beaucoup. Attendez, je vais essayer de prendre le boîtier en question. Putain, il est vraiment lourd. Voilà le boîtier en question. Alors là, vous ne voyez que les composants, mais dans tous les cas, je vais vous afficher quelques extraits. Donc voilà, c'est ce boîtier-ci. C'est le Antec NX500 qui m'a été fourni par Antec. Donc simplement un boîtier qu'on peut retrouver aux alentours des 50 € sur Amazon par exemple. Donc un boîtier qui est plutôt pas mal, notamment en termes du design, puisque le plus gros point positif je trouve de ce boîtier, c'est le fait qu'il soit adressable RGB. Ça veut dire que si vous achetez des ventilateurs qui sont compatibles adressables RGB, vous pourrez simplement les contrôler via un petit bouton qui se trouve juste ici. Alors là, vous ne le voyez pas en caméra, mais c'est extrêmement facile pour contrôler le RGB et ça, c'est vraiment pas mal. Juste le petit point négatif que je peux souligner, c'est en façade. Simplement parce que la seule entrée d'air qu'on peut retrouver est juste cette bande-ci. Et pour moi, un bon boîtier doit obligatoirement avoir un mesh qui recouvre toute la façade avec des petits trous. Donc ça, simplement, c'est le petit point négatif que je peux noter, vu que même si on met 3 ventilateurs, ça ne va pas énormément ramener l'air en façade. Mais mis à part ça, franchement, pour 50 €, je peux plus ou moins le recommander. Mais si vraiment vous visez plus l'esthétisme du PC, n'hésitez pas à partir sur le NX500. Après là, il y a des gens qui vont me dire ouais mais Azox, le boîtier il coûte 50 € alors qu'on a budget 200 €, c'est pas logique. De quoi tu me parles, fils de... Non l'équipe, c'est pas parce que Antec là aussi m'ont filé un petit coup de pouce que c'est pas possible. Même s'il n'y aurait pas le confinement et tout, avec les 20 € restants, je pourrais mais largement me débrouiller. Puisqu'il faut savoir, un boîtier au format ATX, ça coûte une quinzaine d'euros sur le bon coin. Et pareil pour l'alimentation, ça coûte là aussi une dizaine d'euros. J'avais déjà vu des EVGA 450 BT ou des Corsair CX pour une dizaine d'euros, donc c'est largement faisable. Après pour le ventirad, c'est même pas la peine de chipoter puisque dans un premier temps ça coûte même pas 5 € et qu'il y a même des moments où lorsque vous achetez un pack processeur carte mère RAM, le ventirad de base, donc celui de Intel, est fourni avec, donc c'est pas un problème de chipoter 5 €.
Mais voilà, ce que je veux dire notamment, c'est que même si Antec m'ont pas filé ce petit coup de pouce, je pouvais mais largement me débrouiller. Ensuite, pour ce qui est du Ventirad, comme vous l'avez vu, c'est le N300, donc simplement un Ventirad d'une trentaine d'euros qui va me permettre simplement de refroidir le 2600K qui lui chauffe pas mal en jeu. Donc il est vraiment simple comme la plupart des Ventirad vendus entre 20 et 30 euros. Mais voilà, comme je n'avais pas le Ventirad de base de Intel, Antec me l'ont fourni et franchement, je les remercie énormément. Juste, il y aura un petit problème que vous allez découvrir au fur et à mesure de la vidéo par rapport à ce Ventirad, mais rien de méchant. Et enfin, pour ce qui est de l'alimentation, et là je suis mais vraiment content parce que bon, je dis que le boîtier il est bien et tout, le Ventirad aussi, mais l'alimentation franchement c'est une tuerie. C'est simplement la Antec EAG 750 watts. Simplement je l'aime bien puisqu'il faut savoir c'est que Antec font d'excellentes alimentations, notamment la gamme HCG ainsi que EAG qui sont simplement des bases de Seasonic Focus Plus Gold qui eux de base sont d'excellentes alimentations en termes de durabilité et fiabilité. C'est des alimentations qui sont vraiment durables dans le temps. Et bah là simplement ça va être la même base sauf qu'avec la petite couche Antec qui fait plaisir. En plus c'est une alimentation qui sera embarquée avec 750 watts et oui j'en suis conscient, 750 c'est beaucoup trop overkill même si la configuration consomme aux alentours des 400 watts. Après mis à part ça elle va être certifiée 80 plus Gold, elle sera semi-modulaire. Mais après, si vous aussi vous êtes à la recherche d'une très bonne alimentation, moi, personnellement, ce que je vous recommanderais, si jamais vous voulez vous monter une grosse configuration, partez plutôt sur les Antec HCG, qui eux par contre seront complètement modulaires et non pas semi-modulaires et qui seront à mon goût bien moins chers. Ça coûte aux alentours des 100 euros et ça fera largement le taf. Après pour ce qui est de l'occasion, comme je vous l'ai dit, on peut retrouver des EVGA 450 BT, 450 PR. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois avec le confinement, je n'ai malheureusement pas tout acheté. Voilà, c'était la présentation des composants PC. Maintenant plaçons au petit timelapse qui fait plaisir. Allez, c'est parti. Voilà, on a terminé enfin le montage du PC, j'ai fait quelques benchmarks, mais juste avant qu'on passe à la partie test, tard les performances et tout, j'aimerais vous parler d'un petit problème que j'ai eu avec ce PC, parce que oui, il y en a eu, mais c'était complètement con, sauf un qui vraiment pour moi est essentiel à dire en vidéo vu que ça va impacter sur les performances. Vous voyez le Ventirad là, lui là, tu vois, il m'a fait des dingueries, je te jure. Non, plus sérieusement, le problème avec ce Ventirad, c'est que certes de base il est performant, mais pas sur ma carte mère. Puis ce qu'il faut savoir, de base, elle n'est pas compatible avec ma carte mère. Pas avec le socket, hein, sinon ça rentrait bien, mais juste à cause du heatsink. Donc en gros, le dissipateur qui permet de refroidir les étages d'alimentation était malheureusement beaucoup trop haute. Ce qui fait que d'un côté, le Ventirad était attaché, mais de l'autre, pas complètement. Du coup, avec mes talents de Aziz Bricoleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris carrément deux serre-câbles, je l'ai attaché au Ventirad, et l'autre bout, bah, je l'ai directement attaché au-dessus du boîtier, donc là où normalement on met un gros radiateur en 240 mm. Et du coup, ce qui s'est passé, bah, c'est que le Ventirad, il fonctionne plutôt bien, mais par contre, vu qu'il n'est pas réellement 100% bien fixé, malheureusement, ça va impacter sur les performances par rapport aux températures, et ça, vous allez le voir juste après. Mais dans tous les cas, il fonctionne à merveille, il l'a pas pété, genre... Et même s'il avait ce défaut-ci, franchement, tout était carré, hein, le montage parfait. J'ai pas tout filmé vu que c'était vraiment très galère parce que ma chambre elle fait même pas 11 mètres carrés et avec le lit, les meubles et tout, franchement, c'était une galère de ouf. C'est pire qu'un appartement japonais, je vous jure. Mais du coup, on est là, ce qui fait que le PC il fonctionne à merveille. Le montage était carré et maintenant on peut passer à la partie benchmark après avoir parlé de ce petit problème qui va un petit peu impacter sur les performances du PC. Donc là on arrive maintenant à la partie test, donc là j'ai exactement tout relevé sur mon téléphone et là je peux vous donner les benchmarks que j'ai réalisés. Alors il y a eu des benchmarks avec des logiciels tiers comme Cinebench, donc la version R15, R20. J'ai même d'ailleurs fait un petit 3D Mark Firestrike. C'est les trois logiciels que j'ai utilisés, après je voulais pas non plus aller plus loin.
Par rapport aux jeux, comme titre de la vidéo, j'en ai testé 6, donc GTA 5, PUBG, Battlefield 5, Fortnite, Apex Legends ainsi que CSGO. Donc les tests ont été réalisés en 1080p en haute qualité et franchement de la moyenne de FPS, même si j'ai eu quelques petits freezes, mais ça bon c'est dû au fait que je l'ai pas non plus optimisé à fond le Windows, mais je peux vous assurer que pour les performances c'est un délire, vous allez voir. Et après on va finir bien évidemment par les températures de la machine. Donc pour ce qui est des benchmarks type Cinebench R15, R20 ainsi que 3D Mark Firestrike, sur la R15 j'atteignais 432 points. Alors je pouvais largement faire mieux, mais comme il y avait un impact sur le Vrochlierad et qui chauffait pas mal, bah ce qui se passe c'est que lorsqu'il atteignait une très haute température, bah sa fréquence baissait. Donc malheureusement c'est un petit peu impacté sur le nombre de scores, mais franchement 432 points je trouve que c'est passable encore. Après sur la version R20 j'ai atteint environ 858 points, donc là aussi ça passe. Et enfin sur 3D Mark Firestrike j'avais un score aux alentours des 10 285 points, un truc dans le genre. Donc là aussi c'est plutôt carré, n'hésitez vraiment pas aussi à faire les comparaisons dans la description avec votre machine, ça me ferait super plaisir. Ensuite par rapport au jeu, donc là simplement je vais vous afficher un petit graphique que j'ai réalisé à la Photoshop. Donc simplement sur GTA 5 en 1080p height, j'atteignais une moyenne de FPS de 73 FPS. Il y avait des moments où je pouvais monter à 90 voire 100, comme chuter à 50. PUBG un petit peu moins bien vu que c'est un jeu qui consomme pas mal, donc 64 FPS de moyenne. Et là c'est qu'en haute qualité, alors imaginez en moyenne voire en basse qualité, ça serait insane. Ensuite BF5, là où j'ai plus de FPS, 77 FPS, parce qu'il faut savoir c'est que BF5 est plus optimisé pour les cartes graphiques AMD et non pas Nvidia, pas comme GTA 5, pas comme Fortnite. Donc là franchement la moyenne 77 FPS, franchement c'est carré. Ensuite par rapport à Fortnite, là aussi franchement j'étais assez impressionné, une moyenne de 81 FPS en height, et lorsque je jouais en low j'avais aussi une moyenne de 128 FPS. Je dis ça parce que bon je vois pas qui va jouer à Fortnite en très haute qualité, mais voilà, 128 FPS franchement c'est carré. Alors bien évidemment je ne pourrais pas intégrer un écran 144 Hz, mis à part que je fasse beaucoup d'optis sur Windows 10 ou que je upgrade la configuration, mais franchement 128 FPS de moyenne, c'est un délire, vous voyez. Ensuite Apex Legends, j'atteignais là aussi en height 92 FPS, ce qui est quand même assez impressionnant, mais bon, vu qu'Apex ne consomme pas énormément, c'est tout à fait logique. Et enfin sur CSGO, là aussi j'étais assez impressionné, donc en height, j'étais aux alentours des 180 FPS. Après le truc c'est que sur CSGO, je pouvais largement monter à 230 et il y avait des moments où je pouvais chuter à 120, 110, voire même 90. Donc franchement les FPS sur ce jeu c'était un délire, mais on arrive à une moyenne de 180, franchement c'est carré. Et aussi en petit bonus, j'ai fait un petit benchmark sur le jeu Minecraft. Alors vu que j'ai installé Optifine sur la version 1.7.10 qui est pour moi une version très opti, j'étais aux alentours des 300-350 FPS en sachant que j'avais 10 de render de distance. J'avais mis les graphismes pratiquement en low vu qu'il n'y a pas vraiment de réelle différence en height. Mais du coup voilà, je tournais aux alentours des 300, 350, je pouvais monter à 400 aussi. Et quand j'étais sur des maps créatives bien évidemment, qui étaient un peu plus chargées, bah je pouvais néanmoins chuter aux alentours des 120, 130 FPS. Donc là aussi sur Minecraft franchement il n'y a rien à dire. Et en multijoueur bah là aussi je ne dépassais pas les 150 parce que bon vu que ça chargeait énormément. Mais voilà, par rapport aux performances in-game c'est un délire spécial pour 100€. Franchement même un PC à 400€ il fait pas ça. Je rigole bien évidemment. Et enfin on va terminer cette vidéo par les températures. Quand j'étais en idle, c'est-à-dire lorsque le PC ne travaillait pas, il tournait à 39 degrés Celsius, ce qui est quand même impressionnant en sachant que j'ai très mal fixé de base. Par contre là où ça va piquer un petit peu, bah en game j'étais aux alentours des 76 degrés. Moi je considère que les CPU est plutôt bien s'ils ne dépassent pas les 75 voire 80 degrés à la limite. Là franchement 76 degrés je vais pas non plus dire que c'est nul, mais c'est juste quoi, vous voyez. Et enfin lorsque le processeur était en plein bench, il tournait aux alentours des 91 degrés Celsius. Mais après bien évidemment le fait que j'ai mal fixé le Vrochlierad et que les benchmarks ça pompe mais de ouf, bah forcément on arrive à 91 degrés. Mais bon comme je l'ai dit, vu que de base il est très mal fixé le Vrochlierad, c'est normal que j'ai une variation incroyable de température, puisque bon passer de 39 degrés à carrément 91 degrés c'est pas logique, vous voyez. Mais enfin bref, vous voyez que même pour un PC à 100€, on peut faire tourner quelques jeux vraiment sympathiques. Imaginez-vous une configuration, je sais pas, à 150€ en occasion, voire 200€, franchement on peut faire des dingueries de malade, vraiment, c'est insane. Et encore il y a même moyen pour 200€ d'intégrer une configuration occasion type Ryzen. Je vais essayer de faire ça comme projet, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais en tout cas franchement merci beaucoup pour cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à surtout liker, c'est super important pour que je perce sur YouTube. Activez la cloche et moi l'équipe je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était Asvox.